Madame, Monsieur, bonsoir. Présidentielle en Algérie le 7 septembre prochain et deux questions. Qui pour succéder à Abdelmadjid Tebboune et pourquoi le chef de l'État a décidé d'anticiper ce scrutin initialement prévu pour décembre alors qu'on parlait d'un report? Le président sortant crée ainsi la surprise, mais ce n'en sera pas une s'il se déclare candidat. Il peut en effet briguer un second mandat, comme le lui autorise la Constitution qui a été amendée, rappelons-le, en 2020. Cette précipitation du scrutin a sans doute créé la confusion pour ses potentiels adversaires de la classe politique algérienne, car en apparence, rien ne justifie vraiment cette décision. Qu'en est-il de la Grande Muette? Cette décision fait-elle l'unanimité dans les rangs de l'armée? Et qui pourrait être contre une reconduction de Tebboune à la tête du pays? Les élections en Algérie ont souvent été entachées de controverses, d'allégations de fraude et de manque de transparence, et beaucoup d'inquiétudes quant à l'intégrité entoure le processus démocratique. Mais voilà, malgré ces défis, les élections restent un mécanisme essentiel pour la participation politique et le changement dans le pays. Et historiquement, l'Algérie a été confrontée à des difficultés pour parvenir à une véritable gouvernance démocratique avec des périodes de régime autoritaire entrecoupées de tentatives de réformes politiques. D'ailleurs, le dernier en date a éclaté en février 2019. Le Hirak avait alors coûté son siège au président de longue date, Abdelaziz Bouteflika, ce qui a fait naître l'espoir d'une réforme politique et d'une plus grande démocratie. En parlant de démocratie, 2024 est sans aucun doute une année décisive dans la pratique électorale dans 76 pays autour de la planète. Que changerait-elle réellement pour l'Algérie? Pour répondre à ces questions, se joint à nous par Zoom mon confrère et écrivain algérien Hicham Aboud. Bonsoir et merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba. Et avec moi en plateau, le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, Mustafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Et en face, l'expert en sécurité et en stratégie, le colonel Hassan Saoudi. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Bienvenue encore une fois à vous sur ce plateau et merci de Questions d'actu. Marhaba bik. Alors, Hicham Aboud, donc une élection avancée contre toute attente. On va juste rappeler peut-être déjà ce communiqué de la direction de la communication de la présidence de la République qui réagissait à certaines rumeurs d'un possible report du scrutin. C'était fin février. Je cite ce rapport. Les élections auront lieu en temps tel que c'est prévu par la Constitution et ce par respect pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté. Fin de citation. Et un peu moins d'un mois plus tard, voilà, on décide de reporter ces élections. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une raison directe du report de ces élections, selon vous, Hicham Aboud? Bon, d'abord, ce n'est pas la Direction générale de la communication de la présidence qui avait assuré que les élections auront lieu en leur temps, mais c'est un communiqué de l'APS, dont l'auteur reste un inconnu. Comme le communiqué de la présidence qui a annoncé des élections anticipées, un communiqué des plus laconiques, et qui s'est contenté de citer les noms des personnes qui ont assisté à cette réunion, des personnes dont le moins qu'on puisse dire ne sont pas habilitées à décider de l'anticipation d'une élection présidentielle. D'autant plus, aucun des présents ne fait partie des décideurs de l'ombre. Seul le chef d'état-major de l'armée, le général Chengriha, qui lui fait partie de ces décideurs de l'ombre. Donc cette réunion qui n'a rien de constitutionnel, elle est plutôt anticonstitutionnelle parce que rien dans les textes fondamentaux du pays ne prévoit une annonce pareille, une réunion pareille, un conclave qui n'a jamais existé. Pour la première fois, on réunit le président de la République, le chef d'état-major d'armée avec le Premier ministre, le président du Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur. Ces gens n'ont aucune compétence pour annoncer une élection présidentielle anticipée. Parce que cette élection anticipée signifie qu'on a écourté le mandat du président actuel.
Et lorsqu'on écoute le mandat du président actuel, même si la Constitution, dans son article 91, alinéa 11, elle autorise le président de la République à annoncer les élections présidentielles, c'est le président de la République qui annonce, et non pas un groupe qui n'assume pas de responsabilité, puisqu'on lit très bien dans le texte, il a été décidé d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024. Qui est ce il? Ce il, c'est un pronom impersonnel comme le on. Il est large, il ne situe pas de responsabilité, il est indéfini. Et ce il adopté dans le communiqué de la présidence de la République n'a aucune identité politique, ni de valeur juridique. Il est immoral et contraire à toute éthique, parce qu'on n'annonce pas une si grande décision sans que son auteur ne soit connu. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le régime algérien a toujours communiqué de manière impersonnelle. Ces communiqués sont toujours impersonnels, on ne sait jamais qui est derrière ce communiqué. D'ailleurs, c'est ce qui entretient ce flou, parce que là, il y a un flou vraiment criard qui est derrière cette décision. Personne ne peut le dire. Personne ne dit que c'est le président de la République, ou c'est l'armée, ou c'est ce groupe qui s'est réuni. Il est dit, il a été décidé. Donc, par la Constitution, on comprend que c'est bel et bien le président qui a pris cette décision. À ce moment-là, on aurait dit le président de la République a annoncé et il fait une déclaration solennelle comme l'avait fait. Pourquoi, selon vous, alors pourquoi nourrir ce flou, selon vous, du côté des autorités? Les gens qui se sont réunis et qui ont, d'ailleurs, c'est même pas eux qui ont rédigé le rapport, le communiqué. Le communiqué a été rédigé par la direction de la présidence de la République sans dire que c'est le président qui a pris la décision. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, on sait très bien que le président de la République n'est pas décideur. Notamment quand il s'agit de M. Tebboune. M. Tebboune a été élu dans des circonstances que tout le monde connaît. Un boycott total. Il y a moins de 10% de participants du corps électoral. 2 wilayats entières, la wilaya de Tizi Ouzou et la wilaya de Béjaïa, pas des villes, les wilayats, les 2 wilayats entières n'ont pas participé au scrutin. Le président s'est présenté avec des lièvres qui ne pèsent absolument rien, et puis il s'est présenté sans parti politique, alors qu'il est membre du conseil central du FLN, ce que le FLN n'a même pas présenté. Il faut voir les conditions dans lesquelles a été élu. Tebboune n'a aucune légitimité pour qu'il puisse être un décideur. Ça, c'est les faits qui le disent. C'est pas moi, c'est pas X, c'est pas Y. Ça se posait aussi les questions si, effectivement, qu'est-ce qu'on pense de la légitimité du président de prendre une telle décision. Mais en tout cas, on va y revenir sur cette anticipation autorisée ou pas de ces élections. Mais avant, alors, on connaît cette constitution algérienne, elle a été revue en 2020, professeur Sahimi. Et peut-être d'abord une réaction par rapport à l'avancée de ce scrutin. Et puis on parlera de la Constitution. Je voudrais vous proposer une lecture différente de celle qui a été faite par Hicham Aboud. La lecture est différente, elle est celle-ci. Il y a un texte constitutionnel, l'article 91, qui confie au seul président de la République la possibilité de faire des élections anticipées. C'est une compétence personnelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être déléguée, et c'est une compétence exclusive, c'est-à-dire qu'il y a une interférence d'aucun autre organe. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, nous sommes face à un acte qui est un acte constitutionnel et un acte politique. Cet acte est-il régulier? Oui, formellement, c'est une application directe des dispositions de l'article 91. Mais ça, c'est le premier niveau, ce plan de la constitutionnalité. Nous avons un acte qui rentre donc dans le droit positif algérien et qui est une application de l'article 91, donc des élections anticipées. Maintenant, un deuxième niveau politique, évidemment, il y a débat. Là, je rejoins ce qui a été dit par notre hôte.
C'est-à-dire c'est quelque chose d'assez particulier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'identification. Évidemment, il a raison. Notre ami, donc, Hicham, il a raison de relever ça. Il a été décidé, après tout, on aurait pu avoir une autre version, c'est-à-dire on aurait pu avoir simplement un communiqué. Un communiqué disant, en vertu de l'article 91 de la Constitution relatif donc à des élections anticipées, il a été décidé l'application de cet article et des élections anticipées le 7 septembre, sans donner, c'est-à-dire c'est une rédaction à minima, sans donner l'identification des membres qui étaient présents. Troisième niveau, ça veut dire quoi, me semble-t-il? Ça veut dire que c'est l'expression d'un rapport de force qui a conduit à cette situation-là. C'est quand même intéressant que pour une décision comme ça, que l'inspecteur général, donc chef d'état-major de l'ANP, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Les autres aussi, etc. Ils n'ont pas. Et donc ça prouve que l'habillage est intéressant. D'abord le rapport de force, le chef d'état-major de l'ANP, l'armée algérienne, est là. Et d'ailleurs, on a pu remarquer les images vidéo qu'il traduisait sa nervosité sur des images de nervosité, parce qu'il était en train de tapoter un stylo. Et oui, c'est des images qui traduisent un embarras, une fébrilité. Étaient membres également présents le ministre de l'Intérieur, les deux présidents des chambres, le président de la Cour constitutionnelle, etc., pour montrer qu'il y a un consensus, avec guillemets, pour cette décision-là, associant les deux présidents des deux chambres du Parlement algérien, qui en comptent deux, et associant également le président de la Cour constitutionnelle, puis le ministre de l'Intérieur. C'est ça qui, je crois, qui est la lecture qui est intéressante. Je pense qu'il ne faut pas se rabattre sur l'aspect formel, il faut se rabattre sur le troisième niveau que je propose, c'est-à-dire qu'est-ce que ça exprime comme rapport de force au sein des dirigeants algériens. C'est pour ça que vous avez mis les guillemets pour consensus et pour l'APS. Vous avez parlé tout à l'heure, Hicham Aboud, de l'APS, de cette agence de presse algérienne. Eh bien, pour l'APS, l'organisation de la présidentielle en septembre est un, je cite, retour à la normalité. Colonel Saoud, est-ce que c'est un retour à la normalité ou effectivement nous sommes en train de voir que peut-être certaines choses sont en train de bouger au niveau du palais Mouradia et son rapport avec d'autres organes du pouvoir? D'abord, j'adhère à cette analyse du caractère impersonnel de cette décision. Un chef d'État ne doit pas se dérober de ses obligations constitutionnelles. Quand il décide et il le dit. Donc pour moi, il s'est dérobé. En ce qui concerne le communiqué de l'APS, le retour à la normale, à la normalité, est-ce que depuis 2019, on était dans une situation anormale ? Le retour devant les électeurs, est-ce qu'il a mal élu, c'est sûr, avec toute un pourcentage de participation très faible, retour au peuple, la confiance au peuple, tout ça, c'était les relais APS qui a fait cette analyse-là, parce que le communiqué est là, qu'on est, comme a dit c'est Hicham, mais c'est l'APS qui s'est chargé du service après-vente. Et donc, mais il y a aussi, ça c'est les problèmes intérieurs, mais on a évoqué le problème du sommet du gaz. Comme c'est le gaz ou le pétrole algérien joue un rôle, qu'est-ce que ça a à voir ? Je pense que mon collègue peut en parler, puis on parle de bouleversement, on parle de menaces intérieures et sur l'intégrité territoriale, on parle également d'écourter le mandat parce qu'il y a des bouleversements en gestation. Mais on écourte le mandat. Ça veut dire que si, effectivement, la décision émane du président, la seule raison valable serait qu'il veut, comme ce fut le cas, il me semble, en 1999. Exactement. Oui. S'il veut se retirer du pouvoir, est-ce qu'on voit que le président sortant a peut-être des ambitions de la sorte ? Pourquoi il a fait ça ? Pour éviter l'article 97 et 98 de la Constitution.
où il est précisé état de siège, tous les états d'exception, etc., qui lui permettent de faire des élections anticipées. Visiblement, il a évité ça. Il l'a délégué à l'organe officiel de l'État. Mais quand on parle de menaces, mais dites-nous, qui vous menace? Qui touche l'intégrité territoriale de l'Algérie? C'est les explications qu'il ne veut pas donner. Donc on veut rester dans le flot artistique pour justifier une décision qui est quand même constitutionnellement très grave. On ne fait pas des élections anticipées en se rasant le matin et par plaisir. Et donc, il y a ici quelque chose de flou, mais j'imagine que l'influence de l'institution militaire a été derrière tout ça. Et on sait que le président... Toute l'institution militaire? Je ne dis pas que l'institution militaire est monolithique, au contraire. Et le collègue peut en parler. Il y a les francophiles, il y a les russophiles, il y a ceux qui sont au milieu. Et ce n'est pas une entité monolithique comme il semblerait. Et il y a au sein de cette institution des officiers qui veulent que le président ne rempile pas. Sauf que pour essayer de maintenir cette union artificielle au sein de l'armée, on ne le dit pas. Mais le courant existe. Et derrière tout ça, il y a l'ancien détenu. C'est ce qu'ils appellent Rab Zair, astaghfirullah al-azim, qui est là et qui tire les ficelles. Toufiq Mdiane continue à tirer les ficelles après être sorti de prison par un jugement d'acquittement dont on ne sait comment il a été fait. Et nous sommes en train de voir que la stratocratie continue, la gérontocratie ne s'arrêtera pas. Et c'est dommage pour un pays... Et la compétence ça, c'est peut-être la vertu cardinale la plus négative dans ce pays. Hicham Aboud, peut-être une réaction par rapport au rôle de cette institution militaire. Est-ce que effectivement, vous pensez qu'elle a soutenu cette décision de la présidence d'avancer la date du scrutin électoral de 3 mois? Et si oui, qu'est-ce qui aurait aussi encouragé, motivé ce soutien de la part de l'armée? Écoutez, je connais bien l'institution militaire, non pas parce que j'ai servi il y a 33 ans, je l'ai quitté, mais je reste en contact avec des officiers qui continuent à m'informer, c'est ce qui fait que je dérange énormément à travers ma chaîne YouTube, et c'est ce qui explique les tentatives d'assassinat dont j'ai fait l'objet, et même les récentes tentatives d'infiltration de ma chaîne YouTube et de ma messagerie électronique que j'ai dévoilée devant tout le monde. Donc, je connais bien cette institution. Elle n'a pas soutenu. C'est elle qui est l'instigatrice de cette annonce. L'annonce vient de l'institution militaire et l'institution militaire, c'est connu, elle ne s'affiche jamais. Les généraux algériens n'assument jamais ce qu'on appelle le pouvoir occulte. Ce sont des hommes qui prennent comme devanture des civils, des pantins, qu'ils dirigent en bons marionnettistes. La décision d'écourter le mandat de Tebboune, parce que jusqu'ici, rien ne dit qu'il se porte candidat pour le second mandat. Rien ne le dit. Lui-même, il ne le sait pas parce que ce n'est pas lui qui va décider s'il remplit ou pas. Deuxièmement, au niveau de l'armée, ce qui s'est passé tout récemment, et depuis quelques jours, ce matin, je viens d'avoir une information faisant état de l'incarcération d'une cinquantaine d'officiers du grade de colonel, lieutenant-colonel à la prison militaire de Blida pour une fuite concernant un état d'alerte qui devait être annoncé le 11 avril et dont l'ordre a été donné verbalement par le général Chengueliha. Le général Chengueliha, actuellement, il est sous les feux des officiers qui ne sont pas contents. Pratiquement, il fait l'unanimité contre lui, car à ce jour,
même les officiers supérieurs, les membres du commandement militaire, et j'entends par commandement militaire les directeurs centraux du ministère de la Défense, les chefs de département de l'état-major, les chefs de région. Tous et les chefs des forces militaires, aviation, marine et forces terrestres. Ces gens sont dans le flou artistique eux aussi. Ils ne savent rien de ce qui se passe et ils prennent pour responsable le général Chengueriha, qui n'a pas tenu de réunion avec eux, qui n'a pas expliqué ce qui était en train de se passer. Et aujourd'hui, il y a une profonde crise due à des divergences entre les différents membres du commandement militaire. Et c'est pour cette raison que cette décision d'écourter le mandat de Tebboune de 4 mois est, à mon avis, ça ce n'est qu'un avis, a été faite sciemment pour plonger le pays dans une crise, pour éviter le déroulement d'une élection présidentielle à la régulière, parce que si on va croire ce que dit le ministre de la Communication, M. Mohamed Lagab, auteur de la dissertation diffusée par l'APS, l'Algérie est aujourd'hui entrée dans la normalité. C'est un aveu que tout ce qu'on vivait depuis 2019 était anormal. Donc aujourd'hui, on est rentré dans la normalité. Très bien. Et c'est aussi la sortie de crise. Mais quel genre de crise? C'est-à-dire, à quelle crise faites-vous allusion? C'est-à-dire, vers quelle crise on veut mener ce pays? Mais lui, c'est encore, j'ai envie d'ajouter. L'auteur de cette dissertation qui parle de crise. Et moi, je réagis. Puisqu'on est sorti de crise, puisqu'on est revenu à la normalité, donc il n'y a plus besoin d'avoir un candidat sans parti politique, un candidat indépendant qui n'est autre qu'un candidat de l'armée. Parce que tous ces candidats comme Zaroual, comme Bouteflika, comme Tebboune, n'ont jamais eu de soutien politique, de parti politique pour soutenir leur candidature. Ce que je disais, c'est que est-ce que c'est pour cela, du coup, que ça va être justifié d'avoir un candidat qui n'a pas d'appartenance politique, qui n'a pas de couleur politique? Parce que quand je parlais de crise, j'évoquais ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à pourquoi on écourte ce mandat de Abdelmajid Tebboune. C'est pour aussi créer un état de crise. Quel genre de crise? Est-ce que c'est une crise sociale? Est-ce qu'on veut aussi se diriger vers un nouveau Hirak ou peut-être raviver ce Hirak? Quel genre de crise? C'était cela ma question. Une crise politique analogue à celle de 1992. Okay. On va dire, c'est-à-dire parce que si jamais le Hirak, le peuple, aura un candidat, et actuellement, ils sont en train de se concerter entre eux. Il y a eu 2 réunions il y a 2 jours de cela, l'une chez Maître Bouchachi et l'autre chez Mohsen Belabès, l'ancien président du RCD. Il y a Madame Zoubida Assoul, qui s'est portée candidat elle aussi. Donc, si jamais il y aura un candidat de la majorité silencieuse, je dis bien la majorité silencieuse, c'est le peuple, ça va fausser tous les calculs des décideurs de l'ombre. Alors, pour ne pas céder le terrain, ce qu'ils vont faire, ils vont plonger le pays dans une crise. Et là, ils commencent à préparer. Le 7 septembre, les élections, ça veut dire que la campagne électorale va se faire en plein mois d'août. Ça veut dire que c'est la période des congés, des vacances, aussi tout ce qui va être entrepris par les décideurs de l'ombre, parce que le pouvoir occulte va passer inaperçu. Mais ça sera sans compter sur les réseaux sociaux, Hicham Aboud. Ça sera sans compter sur les réseaux sociaux. Et là, vraiment, je pense que c'est un élément qui change, qui pourrait changer la donne, ou pas. Vous savez que pour juste vous cliquer un j'aime sur Facebook, vous êtes en prison. Je vous invite à lire la page du Comité national pour la libération des détenus sur Facebook quotidiennement. Et à travers le territoire national, des gens vont en prison. Des gens sont incarcérés, sont traduits en justice pour atteinte à la sécurité nationale, attroupement non armé, etc. Des accusations prêtes à porter. La crise
que cherche le pouvoir occulte, c'est une crise politique pour permettre justement d'annuler des élections, de constituer encore un organisme qui va diriger le pays pendant un certain temps, le temps qu'ils organisent encore des élections sur mesure, comme ça a été fait en 2019, ça a été fait en 2012 quand ils ont arrêté le processus électoral. Et il y avait un vide constitutionnel. Ils ont créé un ACE anticonstitutionnel qui ne figure pas dans la Constitution. Et on nous a mené jusqu'à 96. 96, il y a eu démission du président Zarouak de son poste de président du Conseil d'État. Il a annoncé des élections présidentielles qui n'étaient pas prévues parce que son mandat de président du Conseil d'État devait durer 3 ans. Exactement. Au bout d'une année et demie, il l'a écourté. On organise des présidentielles et là aussi, on l'oblige à se porter candidat dans le dernier quart d'heure, dans la dernière semaine des délais de dépôt de candidature. Et là aussi, quand il subit la pression du cabinet noir, du pouvoir occulte, il annonce personnellement, dans un message adressé à la nation, qu'il se retire et qu'il va organiser des élections présidentielles anticipées. Et là, on est encore dans une crise. C'est-à-dire, on a poussé Zaroual vers la démission et on ramène Bouteflika. Bouteflika est élu dans des conditions de crise encore, puisque les concurrents qui étaient tous des grosses pointures, on avait Sidi Ahmed, on avait Mouloud Hamrouch, on avait Youssef El-Khatib, l'ancien chef de la Wilaya 1. Donc, la Wilaya 3, donc il y avait de grosses pointures. Qu'est-ce qu'on a fait? On a poussé les concurrents de Bouteflika à se retirer. On a laissé Bouteflika seul candidat. Normalement, c'est un seul candidat. Les 6 qui se retirent, on doit annuler les élections. Non, ils ont continué. Mais en 2019, quand un seul candidat s'est retiré, qui était Bouteflika sous la pression de la rue, eh ben, on a annulé les élections. Et en juillet, on les a reportées pour juillet. En juillet, on les a encore reportées. Et il y a une violation flagrante de la Constitution qui limite le nombre de jours de vacances de pouvoir à 45. On les a portés à 6 mois. Voilà comment on veut créer un état de crise pour continuer à régenter le pays à leur manière. Et là, seule l'institution militaire est responsable. Ne me dites pas que le président du Conseil d'État ou que le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale sont responsables de quoi que ce soit. Ce sont tous des exécutants devant l'institution militaire dont les généraux, les membres du commandement, aucun d'eux n'a le courage d'assumer sa responsabilité. Leur point fort, c'est la dérobade. Ils se dérobent de leurs responsabilités pour laisser le peuple face à la crise. Et d'ailleurs, je dois souligner que le communiqué de la présidente de la République a été accompagné par des appels téléphoniques aux patrons des médias algériens, 27 chaînes de télévision publiques et privées, plus une centaine de titres de la presse papier. Des appels téléphoniques ont été donnés pour les sommer de ne pas analyser, de ne pas commenter, et de ne pas organiser de débat. Comme si c'était un non-événement, en fait. Comme si c'était un non-événement. Absolument. Ils ont fait des grands événements. Il n'y a pas plus qu'une élection présidentielle. Mais tout ça, c'est fait sciemment. C'est fait dans le but de priver le peuple algérien de jouir de sa liberté. On prive le peuple algérien de son autodétermination quand il est en train de défendre pour d'autres peuples, y compris pour des mercenaires. Très bien. Alors, Mustapha Srimi, parlons de cette classe politique, justement, cette classe politique atone, classe politique sans voix. On en a parlé juste avant de ces partis politiques. Enfin, si on peut encore parler d'opposition, il y a combien de partis politiques aujourd'hui au Parlement algérien? Et qui pour succéder à Tebboune déjà? Pour qu'il y ait un successeur éventuel au potentiel au président Tebboune, il faut un profil. Il faut un profil particulier qui réunisse un certain nombre de traits, lesquels
la participation à la révolution n'est plus un critère. Tebboune n'a jamais été étudiant à Alger, il n'a jamais même manifesté au moment de l'occupation, etc. Donc c'est réglé. Donc c'est important. Il y a eu là une césure importante du fait que Tebboune est un haut fonctionnaire qui a fait l'école d'administration, un fonctionnaire, préfet, tout ça, etc. Donc il y a ce critère qui a sauté. Il faut une légitimité, quelque part, une crédibilité et une expérience gouvernementale. Alors, quand vous prospectez le marché algérien, il n'y a rien. Il y a les profils de l'ancienne classe d'âge, de l'ancienne génération, lesquels Taleb Ibrahimi, ancien ministre des Affaires étrangères, mais vous savez, il a 92 ans. Vous avez Sidi Ahmed Ghazali, qui d'ailleurs, ancien président de la Sonata, qui revient d'ailleurs de manière singulière ces temps-ci, mais il a 86 ans. Et il avait été chef du Premier ministre de 90 à 91 quand les militaires ont arrêté le processus qu'il y avait. Il y a Ali Benflis qui a été Premier ministre, tout ça, etc., qui a été candidat 3 fois aux élections présidentielles, en 2004, 2012 et 2019. Il a fait quand même 10-12% des voix, mais qui, en 1999... Qui a un fils en prison. Oui, en plus, c'est vrai. Et en 2019, il s'est retiré complètement de la vie politique. Donc, c'est un système qui ne produit pas de nouvelles élites, globalement, et qui ne produit pas non plus un leadership. Et c'est pour ça qu'ils en sont là. C'est de la responsabilité aussi du système partisan algérien, ça je veux dire. Oui, parce que c'est un système qui est corseté, qui est aussi clientéliste, qui est sectaire. Vous savez, il y a 30 partis en Algérie, 30 partis qui ont une activité. Combien sont présents au Parlement? Oui. Et il y a cette question-là, d'où d'ailleurs je pense aussi que cette décision d'anticiper pourrait mener vers une anticipation des élections législatives, enfin du scrutin législatif pour l'année prochaine. C'est un risque qu'ils ne prendront pas pour les élections législatives parce que c'est un matelas de stabilité. Vous savez, peut-être pourrait être anticipée, les élections locales. En bonne stratégie, on n'ouvre jamais 2 fronts en même temps. Oui, mais après les présidentielles. Peut-être. En tout cas, oui, ça reste une théorie. Je voudrais ajouter rapidement, Mustafa, parce que... Si vous le permettez, est-ce que Tebboune avait envie d'être candidat? Oui. Et oui, non, mais moi j'ai des faits. Vous savez, il a présenté le 25 décembre dernier, voici 3 mois, il a réuni les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce qui est inédit. Ça n'a été fait qu'en 1998 ou une autre fois. Ça a été fait. Non, c'était en 2007 par Bouteflika. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Pour faire quoi? Le bilan de 4 ans de sa présidence. C'est ça. Plus encore... Il a monté... Il se nargue quand même qu'il est positif, ce bilan. Ah oui, l'Algérie nouvelle... L'Algérie qui dépend toujours d'une économie de rente, 90% de l'économie dépend des hydrocarbures, et j'en passe. Ça a continué, je résume, ça a continué. Il y a une dizaine de partis proches du pouvoir qui se sont mobilisés au mois de février, en janvier, pour lancer un appel à quoi? À l'union et à la cohésion sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer. Donc nous en sommes là. Dernière observation en 10 secondes. Est-ce qu'il fait l'affaire pour l'armée? Je ne suis pas sûr qu'il fasse l'affaire pour l'armée. Mais ça, on s'en expliquera. Colonel Hassan Saoud. L'actuel président était en campagne de paix un bon bout de temps. D'où ces sorties médiatiques. Chacune les interviews hebdomadaires phénoménales que l'autre. Oui, voilà. Pour vanter ce qu'il a réalisé. Exact. Ce qu'il veut encore réaliser. Absolument. D'où ces projets de dessalement d'eau de mer avec absolument. Mirobolant. Enfin. Mais c'est un président qui est en campagne. Mais cette séquence d'élections anticipées, dictée par l'armée, la politique se décide dans les casernes en Algérie. Il faut le savoir. Et je présume qu'il y a dans les tiroirs de l'armée quelques candidats, peut-être pour théâtraliser, mais il est adoubé par l'armée. Donc l'armée est satisfaite du bilan, vous pensez, de Tebboune? Non, satisfaite de la docilité, satisfaite de, comme disait le général de Gaulle au moment en 68,
on voulait changer de gouvernement et on a voulu toucher à un ministre de Gaulle. Il a dit, laissez-le, je préfère l'idiot que je connais. Nous y sommes. Il fait l'idiot utile, il faut le dire. Il est flanqué tout le temps par le chef d'état-major. Et un chef d'état-major qui fait beaucoup plus de la politique que quelques manœuvres quand il veut menacer le Maroc ou menacer le Mali. Mais le reste, il fait de la politique. Il est là, il discourt comme un Che Guevara. L'institution militaire, tant qu'elle fait de la politique dans ce pays, ne fera pas... L'Algérie, et c'est dommage qu'à une période donnée, notamment dans la phase où il y avait justement Zeroual, qui me l'avait dit, je l'ai rencontré à Tunis, il m'avait dit, on était en train d'essayer d'ôter l'armée de la politique. Et il y a eu des événements qui ont fait qu'ils sont revenus en force et tout ça. Il n'a pas expliqué, mais il m'a dit ça. Est-ce que vous ne pensez pas que pour légitimer, ou pour donner plus de légitimité, j'ai envie de dire, à l'implication de l'armée dans la chose politique, dans les décisions importantes de l'État, il faut créer quelques crises, comme le disait Hicham Aboud aussi, mais aussi des menaces. Oui, mais ils l'ont dit. Mais il y a un contexte. Les élections, Sylvia Nabou, c'est décembre. Anticipé, on a voulu, peut-être, certains renseignements disent qu'ils veulent couper l'herbe sous les pieds pour la déclaration de l'indépendance de la Kabylie. Ça reste à recouper. Monsieur Hicham peut nous en dire plus. Mais il y a la France. Il y a un calendrier, il y a une visite qui à chaque fois se prolonge pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et la dernière... C'est le report pour la visite, elle n'est pas anticipée. Mais pourquoi? On n'arrête pas de la reporter. Les dernières, visite de Tebboune, bien sûr, en France. Les dernières informations, parties de France, parce que la prolongation du mandat de Tebboune, il est sorti de France, pas du Maroc, comme la presse le dit. C'est les Français qui ont dit qu'il y a une tentation de prolonger le mandat de Tebboune pour répondre à des questions politiques, géopolitiques, etc. Ah oui, c'est sorti de la France et pas du Maroc. Oui. Jamais que ça n'est sorti du Maroc. Ouais. Mais alors, il y a cette visite. Eh bien, la France aurait dit, on préfère que vous fassiez votre visite une fois élu, pas en tant que candidat. Ce sont les dernières informations. Et donc là, il y a ce calendrier qui a été bousculé. Évidemment, comme... Attendez, ce que vous dites, si effectivement cette théorie s'avère vraie, on va avancer des élections pour justement pouvoir faire cette visite en France. Et oui, lui, il espérait être adoubé. Oui. La France a... C'est quand même étonnant. Mais avant les élections, c'était très important stratégiquement. Ouais, la France est présente en Algérie, il ne faut pas le cacher, il tire des ficelles. S'il était parti dans une visite officielle à Paris avant les élections, c'est un blanc-seing français. Bien sûr. C'est un blanc-seing français. Même si ça peut gêner la diaspora, qui est importante. Il y a 6 millions quand même d'Algériens à l'étranger, dont la plupart sont en train de dénoncer cette parodie. Je vous dis que c'est étonnant, ça va même à l'encontre du discours qui est prôné par le chef de l'État. C'est-à-dire on a un chef de l'État quand même qui est pour un retour du souverainisme algérien, de cette indépendance du colon français. Et vous dites qu'en fait, une visite en campagne électorale ne ferait qu'appuyer cette légitimité de Tebboune à abriter un deuxième mandat. C'est contradictoire quand même. L'Algérie actuelle est l'objet d'un isolement du jamais vu. Problème avec le Maroc, problème avec la Libye, problème avec le Mali, problème avec le Niger, problème avec les Émirats arabes unis, problème avec l'Arabie saoudite, isolé dans le monde arabe, isolé avec l'Espagne, on en parle de l'Europe avec l'Espagne, oui. C'est du clair-obscur avec la France, et donc il faut une sortie. Et ça, c'est le problème, justement, créé par Tebboune, par sa communication. Et quand on surcommunique,
et on en commet des bêtises communicationnelles comme on n'en a jamais vu. Il faut ajouter les États-Unis. Et les États-Unis. Du fait de l'alignement d'Alger sur Absolument. Moscou à propos Absolument. de la guerre d'Ukraine. Échec pour les BRICS. Tout à fait. Et donc En tout cas, vous peut-être que avez les là... affaires étrangères algériennes ont dû recevoir certainement un appel de leurs confrères américains ou autres. J'imagine qu'il y a pu y avoir quand même des réactions. Parce que tout le monde a été étonné. Le nouvel ambassadeur américain est parti pour ça. C'est Harris. Et oui. Joshua Harris. Et oui. Et donc, vous avez un pays qui est aux abois et qui cherche n'importe quel subterfuge pour apparaître et pour redorer le blason. Et le président gêne beaucoup de monde dans ce pays, y compris dans l'institution militaire. Vous vous rendez compte quel terrain on a perdu, l'Algérie a perdu avec ce président. Et donc on verra, se présentera-t-il? J'imagine que oui. Donc on a ce représentatif... Oui. Hicham Aboud, je ne peux m'empêcher de vous poser la même question. Qui voyez-vous succéder au président actuel? Le grand d'éclair ne saura vous répondre. Pour la simple raison que le régime algérien est habitué à la pochette surprise. Qui aurait parié un seul dinar sur le retour de Boudiaf après 28 ans d'exil? Qui aurait parié sur Chadli Bejdid, qui était un inconnu de la scène politique pour être à la tête de l'État algérien? Qui aurait parié sur le retour de Bouteflika? Qui aurait parié sur le retour de Zarouane? Est-ce qu'il peut y avoir un retour? Alors voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un retour d'une personnalité? Si vous parlez d'une pochette surprise. Et vous avez évoqué plusieurs retours. Est-ce qu'il peut y avoir un retour d'une personnalité politique? Peut-être que l'on croyait oublier. Oui, Hicham. Pour voir quel âge avait un Bouteflika. Bouteflika est revenu aux affaires, il avait 61 ans. Donc, c'est pas vieux. Mais aujourd'hui, leur personnel, leur réserve, elle y est vieille complètement. C'est-à-dire, tout à l'heure, un de... Mustafa Shemi. Voilà, qui a cité des noms complètement hors champ. C'est-à-dire que Ahmed Taleb ou Sidi Ahmed Ghazali ou autres, c'est déjà hors champ. D'ailleurs, ils ont sondé Mbitour, lui aussi, il a dit « je suis malade, je suis hors champ ». Actuellement, il y a un casting qui est en train de se faire sous la conduite du général Toufiq, le grand revenant. Et pourquoi le général Toufiq? Parce que le général Toufiq a réussi à remettre en scène le général Djebbar, qui était sous ses ordres pendant très longtemps, lequel a placé à la tête de la sécurité intérieure par intérim le général Abdelkader Haddad. Nous avons au niveau de la sécurité de l'armée aussi un ancien proche de Toufiq. Donc Toufiq a récupéré un petit peu les pions sur lesquels il peut compter, et aujourd'hui on est pratiquement sorti du cadre du commandement militaire pour que le pays soit carrément sous la coupe des services de sécurité et de renseignement. Est-ce que ces services-là ne sont pas des militaires aussi? Pardon? Est-ce que ces services de renseignement ne sont pas, au fond aussi, ils font partie de l'appareil militaire? Enfin, je veux dire, c'est... Moi, je parle des militaires qui ne sont pas dans les appareils sécuritaires. Ce sont des militaires, mais ça a échappé aux autres. Par le passé, on avait un général Habib Lakhir, un général Nouzar, un général Touati, un général Abdeslam qui n'étaient pas dans l'appareil sécuritaire. Il n'y avait que deux dans le cabinet noir qui en comptait 11. C'est le général Toufiq, le général Smaïl Amari. Sur les 11 décideurs, il n'y avait que deux des services de renseignement. Aujourd'hui, pratiquement tout est entre les mains des services de renseignement. Pour ce qui est du profil, le profil, il faut être inculte, analphabète, apolitique et manipulable. Je ne l'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé ce profil. C'est le général qui m'avait parlé de ce profil
lorsque je lui demandais pourquoi a-t-on ramené le général Zerouane de sa retraite pour être ministre de la Défense. Il me répond, parce que c'est lui le futur chef de l'État. Et je dis, comment? Il me dit, parce qu'il a le profil. Et il me cite ces 4 critères. Est-ce que ces critères sont des critères quand même qu'on retrouve dans tous les chefs d'État? Est-ce qu'on retrouvait ces critères chez Bouteflika? J'arrive. Le général Khalayat était le patron des services de sécurité pendant une bonne dizaine d'années. Alors, vous parlez de Bouteflika. Bouteflika, après 20 ans d'absence, il est devenu un culte en matière de politique algérienne. Il ne savait plus ce qui se passait en Algérie. Je l'ai rencontré pendant 3 heures. Nous avons discuté et c'était chez Frère El-Basri qui était réfugié en Algérie. Donc, je l'avais rencontré chez lui. On avait parlé pendant 3 heures. Le bonhomme, il ne savait plus ce qu'il y avait en Algérie. Tebboune est un inculte politique. Il est apolitique et Tebboune n'a pas été choisi par l'armée. Tebboune a été choisi par le général Gaïd Salah. D'ailleurs, les militaires ont voulu placer quelqu'un d'autre qui était Ezdine Mihoubi, qui était ministre de la communication, de la culture, et celui qui voulait sponsoriser Ezdine Mihoubi se trouve aujourd'hui en prison, condamné à 16 ans de prison, dégradé de son grade de général-major, et cependant parce qu'il voulait la jouer à Gaïd Salah. Au moment où ils ont annoncé, d'ailleurs, Tebboune n'a pas fait de campagne électorale. On lui a désigné l'ancien représentant de l'Algérie à l'ONU, M. Bali. Une fois arrivé à Alger, il démissionne. Le jour d'ouverture de la campagne électorale, il démissionne. Il est suivi par 300 autres membres de la campagne électorale de Tebboune. Tebboune, on lui sort l'affaire de son fils en pleine campagne électorale. Et on affiche sur les chaînes de télévision que le fils de Tebboune passera devant le procureur du tribunal d'Alger. Et on avait, alors qu'il devait passer pour corruption, on l'avait présenté comme étant impliqué dans l'affaire des 7 quintaux de cocaïne qui ont été saisis au port d'Oran. Et Gaïd Salah, quand on lui a annoncé la réussite de Ezdine Mihoubi, il avait dit non, c'est Tebboune. Il l'a désigné. Il n'y a pas d'élection. Il savait très bien qu'il n'y avait pas d'élection. Et d'ailleurs, quand Tebboune était tombé malade, il a été envoyé en Allemagne pour se soigner. À un certain temps, il y avait boycott total. On ne parlait plus de lui. Et pour que Tebboune puisse apparaître à l'opinion publique, il s'est adressé à la population à travers un tweet filmé par son fils dans sa chambre d'hôpital. Parce qu'il était sur le point de se voir évincé du pouvoir. Donc, Tebboune, c'est le candidat de Gaïd Salah. C'est fini pour lui avec les militaires. Les militaires ne veulent plus de lui. Alors, Toufir, qui est actuellement le chef d'orchestre, ne veut pas entendre parler de lui parce qu'il est le produit d'un Gaïd Salah qui a jeté Toufir en prison, chose que Toufir ne pouvait jamais imaginer. Comme Tebboune ne pouvait jamais s'imaginer à la tête de l'État algérien. Tebboune n'a jamais été un homme politique. Le jour où on l'a congédié après 3 mois à la tête du gouvernement, il était tout content et il a remercié le président, sachant très bien que ce n'est pas le président Bouteflika qui l'avait désigné Premier ministre, puisque le président Bouteflika était complètement hors service, c'est Saïd Bouteflika qui l'avait désigné. Et à ce jour, Tebboune a gardé le secret. Donc, pour ce qui est du profil, vous savez, les larbins se bousculent au portillon. Actuellement, il y a Abdelaziz Bled, un chef d'un parti microscopique qui a participé à 2 joutes électorales présidentielles, qui récoltait toujours 0,0% de voix. Mais l'essentiel pour lui, c'est qu'il fait le lièvre et il est présent. Et on ne le voit qu'à l'occasion des élections présidentielles. Par exemple, il fait partie du casting, mais on ne saura jamais
personne n'est capable de dire qui va être le successeur de Tebboune. Mais en tout cas, on peut émettre certains pronostics. On fait cela dans cette émission. Et puis, on vient de le voir, il y a eu plus ou moins, c'était une surprise, une élection inédite au Sénégal. Et puis, il y a un changement. C'est vraiment peut-être qu'en septembre, on pourrait vivre la même chose pour le voisin algérien. Oui? Ça, c'est l'espoir, j'espère bien. Mais est-ce que le système va le permettre? Ça va être possible dans un seul cas. Au cas où le Hirak renaîtra de ses cendres et proposera son candidat, et là, on va fermer la porte à toute fraude électorale, parce que ce qui a encouragé la fraude électorale, c'est le boycott populaire. Le boycott des véritables opposants. Exact. C'est un schéma théorique que développe notre ami. Moi, j'ai un nom. Je vais vous proposer un nom de successeur à Abdelmajid Tebboune. Oui. Abdelmajid Tebboune. Mustafa Shemi. Sauf si la biologie joue son rôle d'ici là. Dakshi Fidla. Bon, il a 79 ans, soit dit en passant, Dakshi Fidla. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud. Merci, Mustafa Shemi. Merci également à vous, Hicham Aboud. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.